Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, un webinaire Ageas Patrimoine qui sera consacré aujourd'hui aux métaux précieux et plus particulièrement à l'or et aux mines d'or. Alors, je vous rassure, je ne vais pas me transformer en Indiana Jones ou bien encore partir à la recherche des mines du roi Salomon, mais bien plus sérieusement, nous allons effectivement explorer ce secteur, ce marché de l'or, des mines d'or et notamment des fonds aurifères, fonds que l'on retrouve au sein des contrats d'assurance vie. Et pour cela, je vais être accompagné de 3 experts, de 3 spécialistes, de 3 gérants qui vont répondre à toutes vos questions. Puisque j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Charlotte Perron. Donc Charlotte, vous êtes donc gérante Action Internationale au Crédit Mutuel Asset Management. Et avec vous, nous irons explorer donc ce marché à travers votre fonds, CMAL Global Gold. Bonjour Charlotte. Bonjour Joachim. J'aurai également le plaisir d'échanger avec Arnaud Duplessis. Arnaud, vous êtes gérant Action Thématique chez CPR Asset Management. Et avec vous, eh bien, nous irons puiser, explorer dans ce secteur, dans ce marché, à travers votre fonds SG Action Or. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour Joachim. Et enfin Alain. Alors Alain, grand entremetteur, on va dire, de ce webinaire. Et au passage, d'ailleurs, je salue François Delgorgue de Financer ça. Donc, vous êtes donc responsable du pôle matières premières, mais également gérant du fonds Global Gold and Precious. Donc, avec vous également, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. En tout cas, mesdames, messieurs, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Et avant tout, et avant donc de vous laisser sous le flot des questions, elles sont très nombreuses aujourd'hui, notamment quelques slides de contexte pour situer un petit peu le cœur même de notre webinaire, pour avoir effectivement quelques éléments, on va dire, de contexte. Et ce premier élément, ce sont bien évidemment les métaux précieux, puisque, comme vous pouvez le constater sur le slide qui va s'afficher effectivement à côté de moi dans quelques instants, on imagine bien l'or, bien sûr, l'un des métaux précieux les plus prisés aujourd'hui sur les marchés. On connaît bien évidemment l'argent, le platine, peut-être le plus précieux des précieux. Alors, quelques secondes sur le rhodium, parce qu'on parle beaucoup de l'or, mais le rhodium aujourd'hui, c'est finalement l'un des métaux précieux qui bouscule aujourd'hui carrément les marchés, puisqu'on peut dire aujourd'hui que le rhodium vaut globalement, on va dire, 7 fois plus cher que l'or et 100 fois plus rare. Donc peut-être demain, pourquoi pas, un webinaire sur le rhodium. Donc, l'or, effectivement, les métaux précieux, qui sait? Alors, quelques chiffres sur l'or pour recentrer un petit peu notre débat, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, on a globalement produit ou extrait depuis l'origine un peu plus de 190 000 tonnes d'or, concrètement. Au rythme actuel, on va dire qu'on est à peu près à 3 000 3 500 tonnes d'or produites chaque année, puisque là, les chiffres qui s'affichent donc à côté de moi, effectivement, en 2019, on n'a pas encore les données 2020, mais on était à 3 260 tonnes d'or donc de produites. Il faut savoir que selon les experts aujourd'hui, il resterait bon an mal an à peu près 50 000 tonnes d'or à extraire aujourd'hui du sol de la planète. Concrètement, 50 000 tonnes d'or, sachant qu'effectivement aujourd'hui, eh bien, sur les 190 000 tonnes d'or que j'évoquais il y a quelques instants, eh bien, 50% ont été extraits lors de la fameuse ruée vers l'or américaine. Alors, on retrouve aujourd'hui sur ces 50 000 tonnes d'or restant encore à produire et à extraire, eh bien, on le retrouve sur grosso modo 5 pays ou 5 continents, notamment en Australie, en Russie, en Afrique du Sud par exemple, aux États-Unis et en Indonésie, mais on le verra très rapidement avec nos experts. Quand on parle des sociétés aurifères, il faut savoir que l'or est produit aujourd'hui dans 90 pays à travers le monde, ça c'est un premier point. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, eh bien, les plus gros producteurs d'or se situent principalement en Chine, en Australie, si on prend un petit peu le top 5 qui s'affiche d'ailleurs juste à côté de moi sur ce slide, en Chine, en Australie, en Russie, aux USA et au Canada. Globalement, on a un petit peu ce panel des 5 producteurs principaux. On le verra tout à l'heure au niveau notamment des fonds aurifères et des sociétés minières, là où réellement elles se situent à travers le monde. Et on aura d'ailleurs quelques questions sur cette thématique. Mais avant de vous laisser effectivement répondre à toutes les questions, on va faire un petit tour de table rapide. Et je vais commencer d'ailleurs par Charlotte. Charlotte, vous êtes donc gérante Action Internationale au Crédit Mutuel Asset Management. Alors Charlotte, quelques mots sur vous et quelques mots sur le Crédit Mutuel. Oui, je suis gérante avec effectivement Action Internationale depuis une vingtaine d'années. Je gère des fonds globaux. Et puis depuis 12 ans maintenant, j'ai développé un petit peu cette compétence particulière et spécifique sur le secteur aurifère au travers de notre fonds CMAM Global Gold. Quelques mots donc sur le Crédit Mutuel Asset Management. C'est l'asset manager donc de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Voilà, depuis maintenant plus de 30 ans. Et à ce propos, il faut savoir que notre fonds CMAM Global Gold est aussi un des plus anciens fonds de la place sur le secteur aurifère.
Et puis donc notre société comprend 250 collaborateurs, et dont 50 gérants, et nous gérons à peu près 75 milliards d'actifs. D'accord. Merci Charlotte. Alors on va se tourner cette fois-ci vers Arnaud et Alain. Donc Arnaud, vous rejoignez CPRAM en 2015. Vous êtes gérant donc action thématique. Alors quelques mots sur vous, Arnaud, et quelques mots sur CPR Asset Management. Alors je gère en fait des fonds aurifères depuis maintenant une quinzaine d'années. Je gère également des fonds investis dans la thématique des ressources naturelles plus largement, et aussi sur la thématique de l'urbanisation durable. CPR, comme vous le savez, est une filiale à 100% d'Amundi. Donc c'est une filiale qui est indépendante dans son fonctionnement et qui constitue entre autres le pôle thématique du groupe Amundi. Nous gérons environ 55 milliards d'euros. Nous sommes une centaine de collaborateurs. Nous avons une longue histoire effectivement avec l'or, que comme le soulignait Charlotte également, nos fonds ont été les fonds les plus anciens ont été créés dans le milieu des années 80, donc il y a maintenant quelques années aujourd'hui. SG Action Or, dont nous allons parler aujourd'hui, est un fonds nourricier d'un compartiment de notre SICAV luxembourgeoise CPR Invest Global Gold Mines. C'est un fonds dont l'actif est d'environ 130 millions d'euros aujourd'hui, et nous gérons un total de presque 500 millions d'euros sur les mines d'or au sein de CPR. Merci Arnaud. Alors Alain, pour conclure ce rapide tour de table, on va dire, donc on a le plaisir déjà de vous avoir, parce qu'on vous voit souvent d'ailleurs sur Internet, mais à Zurich ou à Genève, en anglais notamment, donc on a le plaisir de vous avoir avec nous ici. Vous rejoignez, je crois, Financer Ça en juillet 2013. C'est bien ça. Alors quelques mots sur vous, Alain, et quelques mots sur Financer Ça. Alors, je suis gérant du fonds Global Gold and Precious depuis fin 2008. Donc, mon timing était parfait, en pleine crise financière. Je reprends la gestion de ce fonds et je le gère donc depuis maintenant 13 ans. J'ai un parcours dédié aux matières premières, une trentaine d'années. D'abord dans le sell side et puis donc depuis 13 ans dans la gestion de fonds. Financer Ça, c'est une société de gestion privée qui, à 1 ou 2 mois près, doit fêter ses 30 ans. Donc ça c'est magnifique. Donc elle a été créée en 1991. Nous sommes des nains par rapport au Crédit Mutuel ou à Amundi. Nous avons à peu près 150 millions d'euros d'encours. La répartition des actifs, c'est 60-40, institutionnels, particuliers. Nous gérons 4 fonds communs de placement, dont un thématique, qui est en l'occurrence celui dont on va parler aujourd'hui, qui est le fonds Global Gold and Precious. Nous sommes une équipe de 10, donc 6 gérants, et grosso modo, nous gérons les encours d'une centaine de familles. Voilà. Alors, on va rester justement avec vous, Alain, puisque comme je le disais tout à l'heure, un webinaire en forme un petit peu d'entonnoir, on va partir du plus large pour aller jusqu'au plus précis et au plus pointu avec vous trois. Première question, Alain. Peut-on définir concrètement ce que sont les métaux précieux? De quoi on parle exactement quand on parle des métaux précieux? Vous avez, dans votre introduction, qui était très claire et ça on voit bien que vous avez bien étudié le dossier, en fait, on va rester toujours dans la simplicité et dire qu'il y a 4 métaux précieux principaux. Vous avez l'or, évidemment, vous avez l'argent, vous avez le platine et le palladium. Voilà. Vous avez parlé du rhodium, vous avez raison, mais c'est une catégorie encore plus à part du fait justement de sa part de marché et de la production dans le monde. L'or, par rapport à l'argent, au platine ou au palladium, c'est le métal le moins volatile. Donc, si vous cherchez à investir dans les métaux précieux, et on verra plus tard que les mines d'or, ce sont des actifs à forte volatilité, il vaut mieux être investi sur le métal le moins volatile. Le métal le moins volatile de l'ensemble du groupe, c'est l'or. On tourne autour de 12, 13, des fois 15% de volatilité. Ça, c'est le premier point. Et l'or, c'est le métal, et on s'arrêtera là pour l'instant, c'est le métal dont la demande industrielle est la plus petite.
Donc l'argent, c'est vraiment 50% de la demande est industrielle. Le platine palladium, pareil, avec l'industrie automobile et les nouvelles énergies. Mais l'argent reste encore principalement, la demande principale de l'or provient des particuliers, des institutionnels qui veulent thésauriser ou acheter tout simplement de la bijouterie. Alors, très bien, donc on a bien compris. Donc, Alain, et encore merci pour cette explication effectivement au niveau des métaux précieux. Et là, je me tourne effectivement vers Charlotte, puisque le cœur même donc, de notre webinaire, c'est bien sûr les fonds aurifères. Et donc, on parlait à l'instant de l'or, des métaux précieux à l'instant avec Alain. Charlotte, quand on parle aujourd'hui de fonds aurifères, et c'est bien ce qu'on va évoquer tous les trois donc, ensemble, hein, avec vous trois, les fonds aurifères, de quoi parle-t-on précisément? Un fonds aurifère, c'est quoi? Alors, en fait, un fonds aurifère, c'est un fonds qui investit dans des sociétés productrices de métaux précieux, d'or en particulier. Voilà. C'est donc un fonds action qui embarque donc, le risque action ou le risque société. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique principale des fonds aurifères. Vous en avez deux types. Il y a des fonds, on va dire, discrétionnaires, comme les nôtres, voilà, où les gérants vont sélectionner des sociétés en fonction de tas de critères que nous allons évoquer, et ensuite les pondérer, les investir ou pas dans ces sociétés et les pondérer dans leur portefeuille en fonction de leurs anticipations. Et vous avez également, on va dire, des fonds systématiques qui sont des ETF classiques qui répliquent des indices aurifères comme le NYSE Arca. D'accord. Et on verra effectivement tout à l'heure avec vous d'ailleurs une question justement sur les ETF oui. Or, avec grand plaisir. Et là, je vais me tourner vers Arnaud pour cette nouvelle question. Donc, quels sont les facteurs, puisque tout à l'heure donc Alain évoquait effectivement l'or et les différents métaux précieux, quels sont les facteurs qui influencent ou qui impactent notamment les cours de l'or? Alors, plus que l'inflation dont on parle souvent, ce sont surtout l'évolution des taux réels, et en particulier américains, qui ont le plus d'influence sur les cours de l'or. Car comme vous le savez, en fait, l'or est un actif qui ne génère pas de rendement. Et dans un contexte en fait, de taux d'intérêt réel très bas, détenir de l'or ne génère pas un coût d'opportunité, ne génère pas un manque à gagner par rapport à un investissement de trésorerie, par exemple. Et là est véritablement la clé dans le contexte actuel, puisqu'on parle de plus en plus de reprise de l'inflation, donc qui est soutenue par l'augmentation du cours des matières premières. Et dans ce contexte-là, les banques centrales restent gênées en fait dans leur politique, puisqu'elles ne savent pas s'il est déjà le temps de remonter en fait ou de durcir leur politique monétaire, de peur en fait de casser la dynamique de reprise que l'on observe depuis maintenant quelques mois. Donc en fait, dans une économie dont les taux d'intérêt sont négatifs, je dirais détenir de l'or, effectivement, vous générera un intérêt zéro, mais gagner zéro, en réalité, vaut mieux que gagner moins que zéro, en fait, dans un contexte de taux d'intérêt négatif. Alors, la corrélation avec le dollar, elle est moins évidente, puisqu'on ne l'observe que dans 2/3 des cas environ, et je dirais même que dans les périodes de forte incertitude, le dollar peut apparaître aussi comme un actif défensif. Donc, durant ces période, il n'est pas rare d'observer, je dirais, une corrélation positive entre l'évolution des cours de l'or et celle du dollar américain, ce qui, pour les investisseurs européens, en fait, constitue une opportunité supplémentaire. Alors justement, je vais rebondir, on va rester avec vous, Arnaud. D'ailleurs, on va projeter tout de suite un slide. Vous parlez justement des cours, de l'évolution de l'or. Donc, on parle beaucoup de l'or métal en tant que réelle, on va dire, valeur refuge. Mais on va le voir tout de suite dans ce slide, puisque là, on voit projeter effectivement les performances des grandes classes d'actifs. Alors, premier point, premier trimestre 2020, et on y reviendra tout à l'heure lors justement de ce webinaire sur la crise de la Covid-19, la crise sanitaire grave qu'on a vécue l'an passé et encore aujourd'hui. On a vu que toutes les grandes classes d'actifs, le pétrole, le Nasdaq, l'SPF 500 et autres, ont chuté, parfois dans des proportions assez conséquentes, et on a vu effectivement l'or progresser de plus 6% sur ce premier trimestre et ce premier confinement mondial. Alors, l'or, métal, est-ce réellement une valeur refuge, et refuge finalement contre quoi Arnaud, vous donniez déjà quelques prémices de réponse. Je vous laisse poursuivre. Alors,
l'or est effectivement une réserve de valeur et considéré comme tel, je dirais, depuis maintenant plusieurs millénaires. Donc, je dirais cet attrait en fait de l'or dans les périodes d'incertitude n'est plus à démontrer aujourd'hui. Comme l'a souligné Alain très justement tout à l'heure, c'est un actif qui est assez peu volatile. Donc, dans les périodes de crise, on cherche souvent à réduire la volatilité de son portefeuille. Donc, un actif qui offre une volatilité de l'ordre de 13 à 14% peut se comparer très avantageusement aux actifs risqués durant ces périodes perturbées. Je dirais que c'est aussi une excellente protection contre une dévaluation monétaire. Vous savez, dans les crises extrêmes, en fait, les monnaies s'effondrent et l'or reste la devise ultime, la monnaie ultime, qui plus est facilement transportable, donc constitue une excellente protection, je dirais, dans ces environnements extrêmement volatiles que l'on peut rencontrer. Alors justement là, on va prendre un petit peu le contre-pied là, avec Alain, hein, une question un petit peu, on ne va pas dire délicate, mais une vraie question. On vient d'entendre effectivement Arnaud nous expliquer, eh bien, l'or, la valeur refuge, elle est considérée pour certains épargnants d'ailleurs comme une valeur effectivement pour se protéger d'une crise économique. Et là, on constate sur vos fonds un indice de risque, un SRRI de 7 sur une échelle de 7, donc pouvant atteindre plus de 25% de volatilité. Alors comment peut-on imaginer donc effectivement l'or en tant que valeur refuge d'un côté, et puis un indice de volatilité aussi fort sur vos fonds avec un SRRI de 7 alors ? Alors, la première explication, c'est que nous sommes investis sur des actions. Donc, les actions, ce n'est pas le métal physique. Donc forcément, la volatilité est légèrement plus élevée. Le deuxième point que je voudrais dire, et avant de répondre exactement à votre question, c'est que l'or peut être une valeur refuge, mais celui qui pense qu'il va être protégé dans l'œil du cyclone en détenant de l'or physique va être déçu. En plein ouragan de 2008, l'or s'est quand même déprécié de 30%. Dans la crise qu'on a eue en mars, l'or s'est déprécié de 12, 13, 14%. On les a vite récupérés. Et c'est ça le message positif, c'est que quand il y a une crise financière et une crise de liquidité, évidemment, on va vendre tout. Et l'or en subit aussi les conséquences. Donc, juste pour recentrer cette question. Maintenant, les sociétés qui exploitent ou qui font de l'exploration ou qui développent des actifs qui vont produire de l'or, de l'argent ou des platinoïdes, ce sont des sociétés qui ont un effet de levier sur le sous-jacent. C'est-à-dire que lorsque le prix de l'or ou de l'argent, peu importe, s'apprécie de 10%, historiquement parlant, on s'attend à ce que les sociétés, le prix des sociétés, ait un effet de levier de 2 pour 1, 2,5 pour 1, des fois même 3 pour 1. Donc, quand le prix de l'or monte de 10%, et que, toutes choses égales par ailleurs, les sociétés gèrent bien, restructurent convenablement, ont un bilan qui sont disciplinés, tout simplement financièrement parlant, à ce moment-là, vous aurez un effet de levier historique de 2,5 pour 1. Et donc, c'est pour ça qu'on a une volatilité plus élevée. Si le prix de l'or baisse, les mines d'or devraient baisser davantage. Si le prix de l'or monte, les mines d'or devraient s'apprécier davantage. Ça, c'est le premier point. Et juste pour terminer, l'or et les mines d'or, j'espère que ma consoeur et mon confrère vont être d'accord, sont cycliques. Donc gardez ça en tête, c'est cyclique. Justement, on y viendra d'ailleurs tout à l'heure sur les cycles de l'or, tout à fait avec vous. Parfait. Donc comme c'est cyclique, forcément, attendez-vous à avoir un peu plus de volatilité. D'accord. Alors justement, on parlait de volatilité, on parle aussi beaucoup d'ETF, donc les ETF or, ou alors on devrait peut-être dire les ETC quand on est sur un seul actif, en l'occurrence sur l'or. Donc là, les ETF or, les fameux fonds indiciels, les fameux trackers. Alors quel est le lien peut-être avec les ETF or et votre stratégie d'investissement ? Alors, quelques commentaires sur les ETF, Charlotte. Alors, Joachim, sur les ETF, déjà, il y a donc, un petit peu comme pour les fonds, 2 types d'ETF. On en a déjà évoqué les premiers, qui peuvent être les ETF qui répliquent des indices actions. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Mais donc, quand on parle d'ETF or, souvent, on parle effectivement donc, des ETF qui traquent le prix de l'or et qui finalement investissent sur l'or physique. C'est-à-dire, c'est ce que moi, j'appelle un petit peu l'or papier. Oui. Voilà, c'est... Quand vous souhaitez investir, acheter une once d'or, vous achetez une part de ces ETF. Voilà, et en fait, c'est la société qui
le fournisseur de l'ETF qui s'occupe du stockage et de la gestion finalement de cet or physique. Voilà, donc c'est très facile. En un clic, vous pouvez acheter une once d'or, 10 onces d'or, 1000 onces d'or et vous pouvez les revendre très simplement, très facilement, sans qu'il y ait ces problèmes de stockage, parce que certes, c'est facile d'aller chercher de l'or, voilà, mais ensuite, eh bien, vous avez des coûts de stockage, une gestion, voilà. Et donc, quand vous êtes investisseur, aujourd'hui, vous avez cette facilité, cette disponibilité en achetant donc ces ETF ou ces ETC or, voilà. Dans nos stratégies ou dans les stratégies donc des investisseurs, eh bien, on peut les utiliser si c'est le cas dans nos fonds, hein, si on en a la possibilité dans nos fonds, effectivement, on peut en acheter une partie pour réduire peut-être la volatilité de nos fonds dans des périodes où effectivement ça peut être volatile, comme mes confrères vous l'ont expliqué. Eh bien, l'or est moins volatile que les actions. D'accord. Alors justement, on parlait de moins volatile, et là je me tourne vers Alain, puisque l'an passé, notamment en pleine crise sanitaire, donc l'or a marqué un pic historique à plus de $2000. Je crois que c'était aux alentours du 8 août 2020. Alors, vous en parliez tout à l'heure, il y a quelques minutes d'ailleurs. Alors, existe-t-il réellement un cycle de l'or? Et est-ce que vous vous appuyez justement sur ce cycle de l'or dans, on va dire, vos stratégies d'investissement? Absolument. Et c'est vraiment critique, c'est vraiment la question centrale. Donc l'or est cyclique, je l'affirme, je le répète, et les mines d'or sont cycliques puisqu'elles sont liées à l'évolution du prix de l'or, et la corrélation entre l'évolution des mines d'or et du métal est très 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 élevée, presque 80%. Donc l'argument critique, c'est de dire oui, mais Alain, il y a ces 20% qui font que les mines d'or vont décevoir ou vont faire mieux, etc. Contentons-nous de l'image globale, et l'image globale, c'est que la corrélation est très forte entre l'or et les mines d'or. Ça, c'est le premier point. Il y a des cycles, absolument. 1976, je vais vous donner les deux cycles les plus importants qui vont marquer... On est preneurs. Alors, très bien. Entre 1976 et 1980, le prix de l'or s'est apprécié de 700%, fois 8. Beaucoup plus récemment, entre 2000 et 2011, le prix de l'or a fait plus de 600%, fois 7. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que un cycle baissier, en moyenne dure grosso modo une cinquantaine de mois, donc un peu moins de 5 ans, et la baisse est en moyenne de l'ordre de 40%, 40 à 45%. Donc, si l'on n'a pas compris que l'or est cyclique, les probabilités de se tromper dans son investissement sont élevées. Donc la première question à se poser, c'est où sommes-nous dans le cycle? Et tout ce que je peux vous dire, vous affirmer aujourd'hui, c'est que le dernier cycle de hausse dans lequel nous sommes aujourd'hui a commencé à la fin de 2015, et nous sommes aujourd'hui en train de démarrer ce que j'appelle une deuxième phase dans le cycle de hausse. D'accord. En tout cas, merci Alain. Donc, très précis, cette approche du cycle de l'or est très intéressant effectivement, et je vais revenir vers Arnaud justement, parce que là on est réellement, on va dire, dans la stratégie des fonds, dans le sourcing, donc dans les moteurs de performance. Donc là, si on a bien compris, et vous allez nous le confirmer très certainement Arnaud, quand on investit dans des fonds aurifères, on investit dans des compagnies minières, des actions minières, et pas du tout dans de l'or en direct, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Absolument, et pour être en accord avec ce que vient de dire Alain, il nous semble aujourd'hui en fait que l'investissement en mine d'or semble beaucoup plus attractif qu'investir directement dans le métal. Pourquoi? Si on se réfère un petit peu à quelques données en fait du passé, aujourd'hui les cours de l'or libellés en dollars américains se situent à peu près 6% en dessous du pic qu'on avait pu observer en septembre 2011. Alors si on raisonne en euros, on se situe un petit peu au-dessus en fait de l'ordre de 9%, et pour autant les mines d'or se situent à peu près encore 40 à 50% en fonction de la devise que l'on prend en considération, en deçà de ce point haut qu'on avait pu observer en septembre 2011, qui était aux alentours de $1 900 sur l'once d'or, si vous vous en souvenez. Et alors ça nous semble d'autant plus paradoxal que les fondamentaux de l'industrie aurifère ont rarement été aussi favorables qu'aujourd'hui. Les sociétés ne sont quasiment plus endettées, elles ont tiré la leçon en fait, du précédent cycle industriel en fait, de l'or, elles se sont restructurées
structurées véritablement en profondeur. Elles n'ont rarement généré autant de cash en fait qu'aujourd'hui, et pourtant quand on regarde la valorisation du secteur, il reste proche de ses points bas historiques. Donc vous savez, c'est un petit jeu de pourcentage. Quand un actif perd 50% par rapport à son plus haut, vous savez que pour rejoindre en fait son pic précédent, eh bien, il faut doubler. Donc c'est-à-dire que les mines d'or, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est avec un cours de l'or qui reviendrait simplement sur son point haut de septembre 2011, qu'on avait d'ailleurs largement dépassé l'été dernier, pourrait doubler pour revenir en fait sur leur valorisation moyenne. C'est la raison pour laquelle en fait nous pensons que cet investissement est réellement très très attractif à moyen terme aujourd'hui. Alors justement, donc vous parliez à l'instant donc des actions minières, et là je me tourne vers Charlotte justement au niveau du sourcing et donc au niveau justement de la sélection, on va dire des sociétés dans lesquelles vous investissez. Comment vous réalisez justement ce sourcing et cette sélection justement de vos actions? D'accord. Alors principalement en 3 étapes. Donc, on analyse les sociétés. Donc, la première, c'est tout d'abord l'analyse des actifs, donc des mines des sociétés finalement. C'est vraiment pour nous la première étape et l'étape primordiale, c'est de savoir quel type de mine c'est, les teneurs, la difficulté de la production. La localisation, ça c'est très important, on le verra également plus tard avec ce qui s'est passé en 2020. La localisation des mines, eh bien, les risques ne sont pas les mêmes si vous produisez par exemple en Amérique du Nord et si vous produisez en Afrique ou en Amérique latine par exemple. Voilà. Donc ça c'est des éléments très importants. C'est également le potentiel d'exploration qu'il peut y avoir sur un actif, sur une mine, parce qu'en fait, comme vous l'avez signalé, les productions, les durées de vie des mines sont relativement courtes aujourd'hui, une dizaine d'années, 10, 11 ans. Et donc, l'exploration, ce sont les réserves futures et c'est la production future. Donc ça, c'est des éléments très importants. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre analyse, c'est l'analyse des actifs des sociétés. C'est ça qui fait vraiment le gros de la valorisation des sociétés. Ensuite, évidemment, on regarde comment les sociétés produisent et puis on regarde leurs résultats opérationnels, si elles arrivent à maîtriser leurs coûts, si elles arrivent à faire leur plan minier. Voilà. Ensuite, évidemment, on regarde comment elles vont financer leur développement futur. Voilà. Donc c'est la solidité des bilans. Voilà. Et enfin, le troisième pilier, de plus en plus, on intègre l'analyse extra-financière dans le secteur, puisque nous, nous sommes un investisseur engagé et nous souhaitons que les sociétés dans lesquelles on investit soient engagées également dans ce sens dans l'ESG. Donc tout ça nous donne un certain nombre d'informations que nous analysons et nous en déterminons un petit peu le couple rendement-risque et en fonction de cela, on investit ou pas dans une société. D'accord, très bien, merci Charlotte. Et justement, vous parlez d'investir donc en Amérique du Nord, entre autres. Et là, je me tourne vers Alain. On constate effectivement que principalement, la plupart des fonds, on va dire, du secteur sont investis donc en Amérique du Nord. Or, quand on regarde effectivement les slides qu'on projetait tout à l'heure, la plupart des producteurs d'or, eux, par contre, à contrario, sont plutôt en Afrique, en Asie, en Océanie. Alors, concrètement, dans quelle zone géographique va-t-on retrouver finalement l'exposition de vos différents fonds, Alain? Alors, en ce qui concerne la Chine, c'est très compliqué d'investir sur des sociétés aurifères chinoises parce que la majeure partie d'entre elles ne sont pas cotées. Ça, c'est le premier point. Donc, sur l'Australie, évidemment, on peut investir sans compter, j'ai envie de dire, mais de façon générale, la transparence, le risque géopolitique va faire que nous allons nous concentrer sur des sociétés dont le siège social et donc la gouvernance sont en Amérique du Nord, en Australie, et sous-pondérer évidemment les pays où le risque géopolitique est plus élevé. Donc, je vous rappelle que nous investissons dans un secteur volatile, donc inutile de rajouter des risques supplémentaires
à une industrie qui est déjà c'est ce qui explique l'Amérique du Nord. Alors, exactement. D'accord. Et justement, là, on va le voir tout de suite avec Charlotte également. Si on soulève, comme on dit, donc le capot, qu'on regarde dans le moteur, alors on sait très bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quels sont aujourd'hui les moteurs de performance justement sur ce type de fond? Alors sur ce type de fond, il nous semble qu'il y a, on va dire, deux moteurs. Un moteur qui va nous permettre d'aller loin, de lisser les cycles. Notamment, c'est la répartition en fait de notre fonds entre 4 grandes catégories de producteurs, c'est-à-dire des grandes sociétés. Donc la première catégorie, c'est des grandes sociétés major qu'on appelle. Donc c'est des producteurs qui vont produire plus d'1 million d'onces, par exemple, qui auront une dizaine de mines en production dans des pays plutôt friendly, comme on dit. Voilà, où les risques sont maîtrisés, et s'il y a un problème de production sur un actif, et bien comme il y en a 10 autres derrière, ça ne met pas en risque la société. Donc vous voyez, donc vraiment des cœurs de portefeuille sur ce type de société. Et puis ensuite, on va descendre donc, vers des sociétés de plus en plus petites, avec de plus en plus qui embarquent de plus en plus de risques. En fait. Donc les sociétés de taille moyenne, donc, qui produisent moins d'1 million d'onces par exemple, souvent dans des pays un petit peu plus risqués. Des sociétés juniors, donc là ce sont des sociétés souvent qui ont un seul actif en production, pareil dans des juridictions ou dans des pays plus ou moins risqués également. Voilà. Et puis vous avez les développeurs qui, eux, ne produisent pas du tout. Voilà. Enfin, il y a une 5e catégorie que sont les sociétés de royauté, et donc nous avons une part relativement importante aussi de ces sociétés dans notre portefeuille. Et enfin, le deuxième moteur, si je dirais, c'est que nous allons, au sein de ces catégories, trouver des sociétés qui vont mettre un petit peu le turbo pour notre moteur. Et donc là, on va aller rechercher des sociétés où on attend peut-être un re-rating suite à la mise en production d'une nouvelle mine, parce que c'est toujours une phase où il y a des risques, et donc souvent on attend que la mine soit rentrée en production pour réinvestir. Ça peut être également une société cible en période de M&A, comme on peut avoir aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc justement, vous parliez donc d'investir dans des sociétés, notamment. Alors là, je me tourne peut-être plus vers Arnaud. Quand on regarde vos fonds, que ce soit CML Global Gold, que ce soit SG Action Or ou Global Gold Precious de financer ça, globalement, est-ce que finalement tous les fonds orifères ne finissent pas par se regrouper ou se recouper, puisqu'on a certainement moins, on va dire, de sociétés basées sur l'or que de start-up de nouvelles technologies qu'on voit émerger de tous les côtés, d'innovations disruptives et autres. Alors, est-ce qu'on a une vraie profondeur de marché à ce niveau-là? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a aujourd'hui environ 600 compagnies orifères qui sont cotées dans le monde. Voilà, alors, certes, les gens effectivement ne cernent pas effectivement ce voilà, donc aspect. 600 valeurs, ça donne quand même un nombre de combinaisons assez importantes. Et d'ailleurs, nos 3 fonds, les 3 fonds qui sont aujourd'hui représentés, sont d'ailleurs plutôt assez différents dans leur philosophie d'investissement, dans la structure même de leur portefeuille, donc de se complètent en fait tout à fait. Alors il est vrai que c'est un petit marché, puisque la capitalisation boursière globale de ces 600 valeurs, c'est environ 300 milliards de dollars. À titre de comparaison, une société comme Exxon, que vous connaissez, un des gros producteurs pétroliers américains, a une capitalisation boursière de l'ordre de 250 milliards de dollars, donc presque équivalente. Donc c'est un marché en plus qui est assez concentré, puisque 200 de ces 300 milliards de dollars sont concentrés au travers de 10 valeurs seulement. Et on a des capitalisations boursières qui vont d'environ 50 milliards de dollars pour la société la plus importante, qui est Newmont en fait aujourd'hui, jusqu'à quelques millions, voire moins, de dollars de capitalisation boursière pour les toutes petites valeurs nord-américaines, comme il y en a beaucoup. Alors, c'est une industrie qui est difficile, l'industrie minière est une industrie difficile, donc il est très important dans ce contexte d'avoir une approche qui soit très rigoureuse, très disciplinée. Donc nous avons voulu finalement appuyer cette approche sur 5 piliers d'investissement principaux. Alors le premier évidemment c'est la qualité du gisement, puisque sans un bon gisement vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fait vous n'arriverez à rien, puisque la grande majorité des sociétés minières, une fois qu'on fait les comptes,
une fois que l'exploitation est terminée, en réalité, assez peu ont réussi à générer de la valeur sur toute la durée de la vie. Après, bien évidemment, c'est d'avoir un bilan solide. C'est une industrie qui est très capitalistique. C'est une industrie difficile, donc il faut avoir un vrai management expérimenté. Et comme l'a souligné Alain tout à l'heure, en fait, il est très important aussi d'être localisé dans des endroits qui soient plutôt assez sécurisés, ou Charlotte, en fait, l'a également souligné. Donc ça, c'est quand même très important, parce que vous avez certains pays, une mine avec un actif unique peut se révéler extrêmement exposée. Et enfin, je dirais une bonne liquidité. Alors nous, c'est un critère assez important, puisque nous gérons des fonds de taille assez significative, donc on ne peut pas se permettre en fait de rentrer dans des toutes petites valeurs dont on serait incapable de se dessaisir si le besoin en fait s'en ressentait. D'autant plus que nous avons des fonds, un fonds qui est plutôt assez concentré aujourd'hui, construit autour de 35 valeurs environ. Alors justement, Arnaud, vous évoquiez à l'instant le côté industrie et industriel notamment, et là on va faire un rapide passage au niveau de la crise de la Covid-19, la crise sanitaire aujourd'hui assez grave qu'on a vécue l'an passé et encore actuellement. Et là, je me tourne vers Charlotte. Donc, on a vu les marchés, comme on l'a constaté l'année dernière, chuter. On a vu, bien évidemment, l'or atteindre son plus haut niveau historique. Alors, on va le voir sur deux aspects, l'impact négatif et l'impact positif d'un point de vue industriel avec vous, Charlotte, et d'un point de vue performance avec Alain. Alors, concrètement, aujourd'hui, impact positif et négatif de la crise sanitaire donc de l'an passé et encore actuellement sur l'or, sur le marché de l'or, sur les fonds aurifères, côté industriel, puis ensuite on verra côté performance. Alors, industriellement, en fait, les sociétés ont été impactées en fonction de la localisation de leurs mines, en fait, puisque, comme pour toutes les entreprises, dans certains pays, elles ont été amenées à réduire leur activité liées aux mesures de restriction d'activité ou de déplacement demandées par les États, voire même par les sociétés elles-mêmes. Voilà. Donc, elles ont très vite également participé en fait aux campagnes de test, et puis elles ont très vite, tout de suite, mis en place ces mesures de distanciation sociale dans les mines, puisque, comme vous le savez, les mines sont souvent assez isolées, et donc pas question de ramener le Covid dans une mine ou dans les villages environnants. Donc ça, c'est très important. Donc, elles ont bien géré quand même cette crise, et ce qui fait que sur la deuxième partie de l'année, elles ont pu rattraper une partie des productions qu'elles ont dû annuler, et il y a eu finalement relativement peu d'impact sur les coûts, puisque sur une partie des hausses de coûts liées à des délais d'approvisionnement ou aux mesures de distanciation sociale, certains ont été compensés par peut-être des budgets d'exploration qui ont plutôt été décalés dans le temps. Donc voilà. Donc finalement, industriellement, plutôt une bonne gestion avec un impact relativement limité sur les coûts et sur les productions qu'elles ont réussi à rattraper. D'accord. Et donc, Alain, pour vous, la crise sanitaire de la Covid-19 l'an passé et encore aujourd'hui, finalement un impact positif ou négatif au niveau de la performance? En fait, 2020 s'est terminé dans le vert, donc les mines d'or étaient en hausse de 20% en dollars, plus 15% en euros, alors qu'en mars, elles baissaient comme toutes les autres classes d'actifs de façon significative. En mars, les mines ont baissé de l'ordre de 30%. La bonne nouvelle, c'est qu'en un seul mois, elles ont récupéré les 30% perdus au mois de mars. Donc la récupération a été très rapide, mais comme le souligne Charlotte, il n'y a rien de très positif dans l'impact du Covid. Avec tous les dirigeants d'entreprises à qui je pose la question, parce que ça devient maintenant une question courante qu'il faut poser. Une question qu'il faut poser à tous ces dirigeants. Et bon, certains sont un tout petit peu plus impactés que d'autres, mais à nouveau, comme dit Charlotte, finalement, ils ont dû ralentir, ils ont dû s'adapter à une nouvelle situation, et ils l'ont très 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 bien fait. Et la preuve, c'est que le marché l'a reconnu. Ouais. Tout à fait. Et justement, donc, Charlotte parlait tout à l'heure de la Chine. Alors là, je me tourne vers Arnaud. La Chine, premier producteur d'or, on l'a vu tout à l'heure dans les slides d'introduction, premier de la classe, on va dire, dans la gestion de la crise de la Covid-19. Alors, est-ce que la Chine a finalement été moins impactée que les autres producteurs qu'on a cités tout à l'heure?
C'est un petit peu difficile à dire, mais globalement, je dirais la production aurifère mondiale s'est contractée d'environ 5% sur l'ensemble de l'année 2020, sachant que la baisse a été surtout concentrée en fait sur la première partie de l'année. On a une production globale en fait légèrement supérieure à 3000 tonnes, 3061 tonnes pour être très exact en fait en 2020, et qui devrait rebondir finalement cette année pour recouvrer son niveau de fin 2019. La production chinoise s'est contractée un petit peu moins en fait de l'ordre de 4%, mais il faut ajouter un élément supplémentaire puisque en réalité la production chinoise baisse maintenant depuis à peu près 5 ans. Elle a touché son pic en 2014 avec une production de l'ordre de 460 tonnes. Elle n'était que de 365 tonnes l'année dernière, et ça n'est pas lié simplement au Covid, mais surtout aussi à la mise en place de mesures environnementales qui sont de plus en plus drastiques. Alors c'est un peu une ironie de l'histoire, parce que la Chine, à qui on reprochait en fait son empreinte environnementale, est en train de devenir peut-être le meilleur élève de la classe en fait sur ce niveau-là. Justement, j'allais me tourner vers Charlotte pour lui poser la question justement sur la Chine. Alors sont-ils toujours, comme vient de le dire à l'instant Arnaud, sont-ils aussi bons élèves que lors de la gestion de la crise, notamment sur les aspects ISR et ESG, et est-ce qu'on peut finalement être réellement ESG quand on exploite finalement des mines ? Alors déjà pour la Chine, effectivement, malheureusement, on a entendu récemment quelques accidents dans certaines mines en Chine, dont une mine d'or en début d'année. Mais il faut quand même savoir, comme l'a évoqué Arnaud, eh bien, elle s'améliore beaucoup d'année en année sur ce point. Malheureusement, ça n'empêche pas des accidents qui sont souvent dus à des mines où on ne respecte pas les réglementations. Et ça, vous le verrez, c'est assez important. En ce qui concerne l'ESG, eh bien, nous, on pense que oui, on peut parler de ESG quand on est un producteur d'or ou un producteur minier. D'abord, pour exploiter une mine, il vous faut des permis environnementaux qui aujourd'hui sont délivrés par les autorités et qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Voilà. Donc, ensuite, pour exploiter une mine, vous devez avoir l'aval des communautés locales, donc, environnantes à votre mine. Là, si vous n'avez pas l'accord des communautés locales, vous ne pourrez pas produire dans cette région. Souvent, les entreprises également investissent aussi beaucoup pour ces communautés locales, c'est-à-dire qu'elles leur apportent parfois l'eau, l'électricité, l'instruction. Quand vous produisez dans des pays, dans des régions très reculées d'Afrique ou même d'Amérique centrale, c'est un vrai apport pour les communautés locales. Donc le E et le S finalement sont partie inhérente de l'industrie minière. Il en va de la crédibilité des entreprises. Ensuite, elles ont beaucoup travaillé aussi sur la partie G de la gouvernance. Voilà. Enfin, en termes donc de réduction des émissions de CO2, beaucoup de sociétés s'engagent aujourd'hui. Récemment, il y a eu Newmont, il y a Polymetal en Russie. Vous avez Torex Gold qui veut investir dans une ferme solaire pour son actif mexicain. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai engagement donc, de l'industrie pour l'environnement. Donc voilà. De toute façon, il n'y aura pas d'industrie minière dans le futur sans engagement donc, des sociétés. Et nous, on pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame en fait entre les grands producteurs dans lesquels nous investissons, qui produisent de façon industrielle et avec des normes très strictes, et les producteurs locaux, qui souvent sont illégaux d'ailleurs, et qui, eux, malheureusement, produisent souvent dans des conditions de travail et environnementales qui sont catastrophiques. D'accord. Alors, merci justement. Charlotte, je vais m'adresser à Arnaud, puisqu'on en parlait tout à l'heure en préambule, en amont d'ailleurs de ce webinaire. On échangeait globalement sur la partie ESG, ISR. Est-ce que justement chez CPR Asset Management, il y a une vraie démarche, notamment sur l'aspect ESG ? Alors, l'ESG aujourd'hui est vraiment au cœur de la stratégie d'Amundi et bien entendu également de CPR Asset Management. Et dans ce contexte, nous avons souhaité
inscrire également les fonds or dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réglementation SFDR. En fait, depuis le 10 mars en fait, de cette année, vous savez, la réglementation SFDR qui vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers et surtout au travers notamment de la fourniture d'informations en matière de durabilité et sur les produits financiers. Et aujourd'hui, 96%, c'est-à-dire presque la totalité des fonds gérés par CPR, dont les fonds aurifères, sont article 8 ou article 9 à ce jour. Alors, les fonds aurifères gérés par CPR ne sont pas des fonds ESG en tant que tels à ce jour, mais sont classés article 8. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles intègrent évidemment ces caractéristiques environnementales et sociales que je viens de décrire, mais ça veut dire qu'on s'engage également à avoir une notation moyenne de nos fonds aurifères, une notation ESG moyenne de nos fonds aurifères, qui soit supérieure à celle de notre indice de référence. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous nous engageons à exclure les sociétés les plus mal notées. Donc nous avons un système de notation qui va de A à G, A étant les meilleures notes, et les sociétés notées F et G sont systématiquement exclues des portefeuilles. D'accord. Alors, j'imagine bien, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait le même temps de parole ou droit de réponse, les uns et les autres, on avait encore une question sur l'ESG pour Alain, mais là, je pense qu'effectivement, avec la réponse de Charlotte et d'Arnaud, on devine votre réponse. On imagine bien donc, que vous vous appuyez sur des critères ISR et ESG, notamment dans la sélection des titres qui composent vos fonds. Oui, tout à fait. En fait, j'aimerais juste paraphraser Charlotte, qui avait dit les sociétés minières n'envoient pas les enfants à la mine, ils les envoient à l'école. Et en fait, s'il y a vraiment une industrie qui n'a aucune leçon à recevoir de quiconque, c'est bien l'industrie minière qui était très précurseur très tôt, peut-être pas parce qu'ils le voulaient, mais en tous les cas, ils étaient obligés de faire des concessions, et ces concessions, c'était s'occuper des populations aux alentours des opérations minières. Donc au niveau sociétal, au niveau gouvernance, il n'y a absolument rien à dire. On se focalise, nous, sur la partie E, environnementale. Ce que l'on veut, c'est voir une progression de la qualité des opérations en termes de compliance d'émissions de CO2. D'accord. Alors, il nous reste 2 thèmes à voir pour conclure effectivement ce webinaire. Le premier, c'est la stratégie patrimoniale pour tous les partenaires qui nous regardent et qui nous écoutent. Notamment, alors on va laisser effectivement du côté, on va dire en amont plutôt l'aspect profil du client, bien sûr, investisseur, profil de risque, etc. On imagine, là, on est sur un client qui est à même de choisir avec son conseiller d'investir sur des fonds aurifères, en l'occurrence. Et là, Arnaud, quel est l'intérêt d'avoir ce type de fonds, un fonds aurifère, dans une stratégie patrimoniale pour un client final? Vous savez, on dit souvent en termes de gestion patrimoniale qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Et le grand intérêt en fait de l'or et des actions aurifères est qu'il constitue une des classes d'actifs parmi les moins corrélées aux actifs globaux. Et ça, c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, tous les actifs ont tendance à aller un petit peu dans le même sens. Autrement dit, c'est un excellent actif de diversification dans un portefeuille. C'est-à-dire intégrer en fait quelques pourcents en fonction de son aversion au risque, de son patrimoine dans l'or ou dans les mines d'or, permet d'obtenir un meilleur équilibre, un meilleur ratio rendement-risque de son portefeuille. Et ce qui est même intéressant, c'est que les mines d'or étant un actif plutôt assez volatile, comme l'a souligné Alain tout à l'heure. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en incluant en fait des mines d'or dans une allocation globale, bien qu'elles soient plus volatiles, on arrive souvent à une volatilité globale qui est inférieure. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est décorrélé, donc très diversifiant dans une allocation globale. C'est-à-dire la volatilité des mines d'or ne s'exprime pas forcément en même temps que la volatilité sur les marchés d'actions, donc ce qui en fait tout son intérêt dans une allocation patrimoniale. D'accord, donc un vrai intérêt, mais bien sûr, vous l'avez compris, on prend toujours le contre-pied, vrai intérêt d'un côté, mais Alain, une question, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque qui omniprésents, c'est l'évolution des taux et c'est l'évolution du dollar. Et là, ça devient un tout petit peu plus complexe. Et parce que
il est clair qu'après la crise que l'on a connue en 2020, les taux ont baissé, les taux nominaux ont baissé massivement. Et depuis l'été 2020, parce que justement tous les gouvernants avaient pris à bras-le-corps ce problème du mieux qu'ils le pouvaient, avec des aides massives fiscales, eh bien, on a commencé à anticiper un retour à la croissance. Donc, du scénario catastrophe, c'est la fin du monde, on s'est retrouvé, finalement, on va revenir à un peu de croissance. Et en fait, ce n'est pas un peu de croissance, maintenant, c'est beaucoup de croissance. On est à 6%. Donc, et c'était tout à fait normal, et nous l'avions dit, qu'on allait assister à un réajustement des taux. Réajustement. Je ne suis pas en train de parler de normalisation. Ne pas confondre normalisation et réajustement. Donc, on ne pouvait pas, dans un scénario où on a tout d'un coup une croissance globale de 3 à 4, pour les plus optimistes 4,5%, on ne peut pas avoir des taux à 0,5%, ça n'a pas de sens. Donc, on a assisté à ce réajustement des taux. Aujourd'hui, nous considérons chez Finance SA que ce réajustement a atteint son taux pivot, c'est-à-dire qu'au-delà, à supposer que les taux s'apprécient davantage, cela pèsera forcément négativement sur la croissance économique. Et comme les banques centrales ne sont pas encore sûres de l'état dans lequel cette pandémie est en train d'évoluer, elles ne vont toucher à rien du tout. Mais le risque inhérent à cette classe d'actifs, c'est que les taux remontent d'une manière substantielle. Voilà. Merci Alain. Alors, dernière question sur cette partie patrimoniale pour vous, Charlotte. Donc, pour un client qui a effectivement le profil en tant qu'investisseur pour aller sur cette classe d'actifs, sur ces fonds aurifères, bien évidemment, quelle serait la part à consacrer, quelle serait effectivement la part à positionner sur des fonds aurifères dans une allocation patrimoniale globale, 5, 10, 15%? Alors déjà, tout dépend en fait un petit peu de l'aversion au risque de votre client, puisque comme vous avez pu le constater au cours de cette table ronde, l'or et puis surtout le secteur aurifère reste très volatile, et donc c'est une volatilité qu'il faut accepter. Donc nous, on pense qu'une pondération entre 5 et 10%, les chiffres et des études de long terme le montrent, permettent d'améliorer donc le couple rendement-risque d'un portefeuille sur 5 ans, 10 ans, voire même encore plus sur une plus longue période. Donc voilà. Donc nous on pense qu'il vaut mieux avoir toujours un petit peu d'or ou de secteur aurifère dans son portefeuille et donc de gérer sa position en fonction du cycle, puisque vous avez expliqué que le secteur était cyclique, plutôt que d'avoir des stratégies, on va dire, de stop and go sur le secteur et de se prendre un petit peu les portes de saloon, comme on le dit dans le jargon boursier. Voilà. D'accord. Merci Charlotte. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre webinaire. Il nous reste encore un point à évoquer. Bien sûr, on va regarder vers le futur. On va regarder loin devant au niveau prospective. On a vu tout à l'heure, je le disais, 190 000 tonnes d'or produites depuis l'origine de l'exploitation effectivement de l'or. Aujourd'hui, on est à peu près à un rythme de 3500 tonnes d'or par an. À ce rythme-là, avec les réserves qui nous restent encore à exploiter de la planète, on est à horizon un épuisement peut-être à 2035. Question Arnaud, est-ce que vos fonds sont voués peut-être à disparaître ou peut-être à évoluer vers d'autres métaux précieux? Une façon humoristique de vous répondre serait de dire en fait que d'ici une quinzaine d'années, tous les trois, on aura probablement terminé notre carrière de gérant. C'est le côté un peu old school peut-être voilà. de l'école. Plus sérieusement, et si on fait une comparaison avec le marché pétrolier, par exemple, ça fait à peu près 150 ans qu'on nous dit qu'il n'y en a plus que pour 20 ans. Grosso modo. Et entre-temps, je dirais, on a fait d'énormes progrès, non seulement en termes de production dans l'industrie minière, par exemple, dans les années 80-90, un nouveau processus d'extraction minière qu'on appelle le heap leaching a été mis en place, qui a permis de rendre profitables des gisements qui jusque-là ne l'étaient pas à cause de teneurs extrêmement faibles. Je ne vais pas rentrer en fait dans le détail de la technique, mais on fait également beaucoup de progrès en termes d'exploration, avec en termes de sismique, en utilisant finalement des nouveaux matériels électroniques, informatiques, etc. On découvre aujourd'hui des gisements qui étaient parfaitement inconnus il y a encore quelques années. Donc oui, bien sûr, viendra un moment où il n'y aura plus d'or sur la planète. Est-ce que c'est
dans 10, 15 ou 50 ans ou 100 ans, nul ne le sait aujourd'hui. Bien entendu, nous serons réactifs par rapport à une telle évolution. Nous investissons en fait déjà dans d'autres métaux. Nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé des platinoïdes. On pourrait imaginer d'autres évolutions. Donc c'est un métier, enfin, je dirais, c'est un milieu qui est en constante évolution. Il nous appartient de nous adapter évidemment au changement de l'industrie quand il se présente. D'accord, merci Arnaud. Et donc une dernière question pour vous. Alain, justement, donc, on vient de le voir, hein, les fonds ne sont pas voués à disparaître. Et là, par rapport à la crise, on a vu le vaccin, la prise de conscience des gouvernements et beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on a vu les marchés financiers également. Aujourd'hui, quelle est la tendance pour l'or et notamment par extension pour les fonds RIFER en 2021? Alors peut-être... Voilà, un point de vue, une conviction de votre côté. Alors, conviction, oui, on va parler de conviction. Les taux réels vont rester bas longtemps. On le répète sans cesse. Si les taux nominaux vont s'apprécier, c'est parce qu'il y a davantage d'inflation. Donc, les taux réels vont rester bas longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces entreprises, comme le mentionnait Arnaud, sont des entreprises qui sont rentables et elles n'ont pas encore connu leur pic de rentabilité. Lorsqu'elles auront atteint leur pic de rentabilité, à ce moment-là, on pourra se dire on est en fin de cycle de hausse. Et le dernier point, c'est que dans une deuxième moitié de cycle haussier, dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir davantage d'opérations de fusion et acquisition. Et ça va donner encore plus d'intérêt pour cette classe d'actifs. Donc, taux réel bas, rentabilité croissante, poursuite de la rentabilité et davantage de fusion-acquisition. C'est notre programme pour 2021. Voilà, très bien. Mais en tout cas, merci Alain. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire, hein, donc, autour de la valeur refuge, autour de l'or, autour des actions minières, des fonds aurifères notamment. Alors, pour conclure, et je vais laisser effectivement Charlotte démarrer ce tour de table sur les 3 ou 4 arguments clés, avantages clients, on va dire, pour vous, Charlotte, sur votre fonds CMAL Global Gold. Quels sont les 3 ou 4 arguments forts et vos convictions pour l'or et votre fonds en particulier? Eh bien, je dirais pour conclure que la première conviction, c'est qu'effectivement, comme Alain vient de vous le signaler, l'or se stabilise sur des niveaux qui sont très élevés quand même pour 2021. Et ça, c'est un environnement qui est très propice et très, très favorable pour les sociétés aurifères. Donc, dans ce cadre-là, nous restons bien investis, totalement investis dans notre portefeuille, sur des sociétés dont les actifs sont de qualité. On l'a répété à plusieurs reprises au cours de cette table ronde, la qualité donc, des mines, c'est vraiment l'élément essentiel. Si possible, en croissance, voilà, et avec des coûts qui sont bien maîtrisés. Merci Charlotte. Alors, même exercice pour vous Arnaud, si on devait effectivement retenir les 3 ou 4 arguments clés aujourd'hui, notamment sur votre fonds SG Action Or et sur le marché de manière générale au niveau de l'or, quels seraient effectivement ces 3 ou 4 arguments clés? Alors sur le marché en général, et pour compléter ce que viennent de dire Charlotte et Alain, donc je répéterai en fait qu'investir dans les actifs aurifères constitue un excellent actif de diversification, donc ce qui est très important aujourd'hui et dont la valorisation aujourd'hui est particulièrement faible. Donc c'est-à-dire un potentiel d'appréciation qui reste encore très significatif par rapport au niveau actuel. Donc ce qui constitue un petit peu nos gènes chez CPR. Bon, CPR et l'or, en fait, c'est une très longue histoire, parce que vous savez que CPR, quand il s'agissait de la compagnie parisienne de Rey-Escompte, était en charge, en fait, de la cotation de l'or au Palais Brongniart. Alors, ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil, en fait, à l'histoire de cette compagnie. Nous offrons aujourd'hui un fonds qui est plutôt bien équilibré à nos clients, vraiment sur ces actifs de qualité dont qu'on a évoqué en fait tous les 3, et surtout qui offre une excellente liquidité. Et ça, je pense que c'est un point aujourd'hui qui est devenu crucial dans l'investissement. Merci Arnaud. Et enfin, le mot de la fin ou les mots de la fin pour Alain et financer ça, effectivement, si on devait retenir les 3 ou 4 arguments clés, Alain, pour votre fonds Global Gold and Precious, quels seraient-ils et vos convictions aujourd'hui?
Je dirais que ce qui caractérise notre fonds, c'est la gestion de conviction. Alors, ce terme n'est pas galvaudé chez Finance SA. Gestion de conviction, ça veut dire, pour le fonds, en l'occurrence, un vrai fonds de stock picking, puisque plus de 65% des encours du fonds sont investis dans des sociétés hors benchmark. Donc on y croit. On sélectionne des valeurs sur la base de leur profil de sous-valorisation, de croissance, de gestion des coûts, de restructuration. Et les raisons de sélection la liste est longue. Le deuxième élément, c'est la diversification. Donc, comme Arnaud, Charlotte, on touche aussi à l'argent, métal, on touche aussi aux platinoïdes. Et donc, ça vous permet non seulement d'être exposé sur différents métaux, mais ça vous toujours évidemment l'or principalement, mais ça vous permet aussi, le stock picking est basé aussi sur le profil des sociétés, c'est-à-dire qu'on a des sociétés, les grands producteurs, les Barrick, les Newmont, mais aussi on a des producteurs intermédiaires, des explorateurs et des développeurs. Eh bien, merci beaucoup Alain, merci en tout cas à tous les trois pour ces échanges de grande qualité. Toutes ces réponses, eh bien, sans langue de bois, et réellement on a été dans le vif du sujet et au plus profond. En tout cas, on vous remercie. On espère que ça vous a donné un nouvel éclairage au niveau des fonds aurifères, des actions minières, au niveau de l'or effectivement et de cette valeur refuge. Fonds aurifères qu'on retrouve bien évidemment dans les contrats d'assurance vie. En attendant, eh bien, Charlotte, Arnaud et Alain encore, merci pour vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain webinaire Ageas Patrimoine. En attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir.